Bonjour, pour ce 5e cours de culture scientifique, 3e partie, aux origines de la thermodynamique, Sadi Carnot. Et oui, c'est un homme, Sadi Carnot, seul, qui va inventer la thermodynamique. Donc l'énergie, c'est vrai que dans les machines, c'est le problème de son époque, avec cette notion d'efficacité des machines à vapeur. Les principaux personnages, on retrouve Sadi Carnot, Émile Clapeyron, qui va être un polytechnicien aussi, un jeune polytechnicien, qui va comprendre ce qu'a fait Sadi Carnot dans ce manuscrit, et puis des gens comme William Thomson, James Joule, Rudolf Clausius, qui réinventent la thermodynamique, mais on pourrait l'attribuer à Sadi Carnot déjà. Un génie incompris, oui, ce jeune homme, Sadi Carnot, regardez, il meurt à 36 ans. Il sort son livre en 1824, ça contient les grandes idées de la thermodynamique, premier, deuxième principe, et tout ça, c'est redécouvert par Clapeyron en 1834, 10 ans après l'apparition de ce livre, et Sadi Carnot est mort en 1832. Donc bien sûr, le titre est intéressant, Réflexion sur la puissance motrice du feu, sur le travail que peuvent donner les machines, et sur les machines propres à développer cette puissance, ce travail. Sadi Carnot, c'est effectivement l'enfant de Lazare Carnot. Lazare Carnot, grand révolutionnaire, réorganisateur des armées après la Révolution française. Ça va être quelqu'un qui est, je crois, un député du Nord, un jeune homme député du Nord. Et au moment de la Révolution française, c'est un physicien connu, spécialiste des machines hydrauliques, qui va devenir député, qui va devenir un grand personnage de la Révolution. Il aura 2 enfants, donc ce Sadi Carnot qui est né en 1796, le scientifique, et son frère Hippolyte Carnot qui est né en 1801. Ce Hippolyte Carnot aura un enfant qu'il appellera Sadi, comme son frère, qui est décédé en 1832. Ce monsieur Sadi Carnot, très connu, qui finira président de la République, est né en 1837 et mourra en 1894, assassiné. C'est celui que l'on connaît. Les places, etc., les rues qui s'appellent Sadi Carnot, c'est en mémoire de ce président de la République et pas du scientifique. Donc dans ce manuscrit, il y a une réflexion sur la puissance motrice du feu et sur les machines sur les machines propres à développer cette puissance. Eh bien, il n'y a qu'un schéma, qui est ce schéma à la fin. Il y a une centaine de pages dans ce livre. Il n'y a qu'un schéma. Pardon. C'est un cylindre avec un piston à l'intérieur, une source chaude, une source froide. La source chaude A, la source froide B. Donc on voit ce cycle de la machine idéale de Carnot qu'il va imaginer, une expérience de pensée. On n'est pas capable de fabriquer une machine idéale, de rendement 1 évidemment. Donc qu'est-ce qu'il propose? Eh bien vous prenez le cylindre piston de la machine à vapeur, bien sûr, c'est l'image, vous le collez à la source chaude. À ce moment-là, le fluide qui est à l'intérieur de ce volume, à l'intérieur, sous le piston, à l'intérieur du cylindre, eh bien ce fluide se dilate, repousse le piston vers le haut, jusqu'à la position EF. Puis vous détachez ce cylindre piston de la source chaude. À ce moment-là, le fluide continue à se détendre. Donc là, il y avait un contact avec la source chaude, c'est ce qu'on appelle isotherme. Et là, c'est ce qu'on appelle adiabatique, il n'y a pas d'essence de chaleur. Maintenant, vous le rapprochez de la source froide, le cylindre piston, tout en attendant qu'il soit à la même température que la source froide, comme on avait aussi attendu qu'il soit à la même température pour la source chaude et le cylindre piston, bien là on attend qu'il soit à la même température. À ce moment-là, il y a une compression isotherme, puisque c'est la même température que la source froide, et on écarte le cylindre piston de la source froide. À ce moment-là, il y a une compression adiabatique, plus d'échange de chaleur. Et le cycle recommence en reconnectant la source chaude. Donc Émile Clapeyron, c'est le lecteur de Carnot. Après la mort de Sadi Carnot, il va laisser dans un mémoire sur la puissance motrice de la chaleur, donc, le travail que peut donner la chaleur, publié en 1834 dans le journal de l'École polytechnique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le diagramme de Clapeyron. Vous voyez ici une pression fonction du volume. Donc souvenez-vous de ce cylindre piston que l'on colle à la source chaude puis à la source froide en attendant qu'il soit à la même température, donc pas de perte. Eh bien là on voit que la pression diminue et le volume augmente, donc c'est cette détente isotherme, puis il y a une détente adiabatique, puis il y a une compression isotherme et une compression adiabatique, et voilà, la surface à l'intérieur étant, je crois, la puissance transmise. Donc, le travail de Sadi Carnot, dans ce petit film, on voit qu'il est déterminant, ce travail. Le livre,
Donc je me suis amusé à scanner les pages de ce livre, hein, de nombreuses pages. Donc si on lit le livre, on se rend compte que pourquoi il n'a pas été compris au moment où il est paru, ben, c'est parce que les académiciens, ce livre a été présenté à l'académie, mais les académiciens n'ont pas compris ce qu'il y avait à l'intérieur, l'intérêt de ce livre. Donc personne n'ignore que la chaleur peut être la cause du mouvement, qu'elle possède même une grande puissance motrice, donc elle peut fournir un travail. Les machines à vapeur aujourd'hui, si répandues, en sont une preuve parlante à tous les yeux. C'est à la chaleur que doivent être attribués les grands mouvements qui frappent nos regards sur la Terre. C'est à elle que sont dues les agitations de l'atmosphère, l'ascension des nuages, la chute des pluies et des autres météores, les courants d'eau qui sillonnent la surface du globe et dont l'homme est parvenu à employer pour son usage une faible partie. Enfin, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques reconnaissent aussi pour cause la chaleur. Donc cet homme est très au courant de ce qui se passe sur cette terre. C'est dans cet immense réservoir que nous pouvons puiser la force mouvante nécessaire à nos besoins. La nature, en nous offrant de toutes parts le combustible, nous a donné la faculté de faire naître en tout temps et en tout lieu la chaleur et le travail, la puissance motrice, qui en est la suite. Développer cette puissance, l'approprier à notre usage, tel est l'objet des machines à feu. L'étude de ces machines est du plus haut intérêt, leur importance est immense, leur emploi s'accroît tous les jours. Et oui, c'est la révolution industrielle. L'Angleterre est un leader de cette révolution industrielle. Elles paraissent destinées à produire une grande révolution dans le monde civilisé. Déjà, la machine à feu, ce qui a précédé la machine à vapeur, exploite nos mines, fait mouvoir nos machines, creuse nos ports et nos rivières, forge le fer, façonne les bois, écrase les grains, file et ourdit nos étoffes, transporte les plus pesants fardeaux, etc. Elle semble devoir un jour servir de moteur universel et obtenir la préférence sur la force des animaux, les chutes d'eau et les courants d'air. Oui, il a raison. Elle a sur le premier de ces moteurs l'avantage de l'économie. Sur les deux autres, l'avantage inappréciable de pouvoir s'employer en tout temps et en tout lieu et de ne jamais souffrir d'interruption dans son travail. Si quelques jours les perfectionnements de la machine à feu s'étendent assez loin pour la rendre peu coûteuse en établissement et en combustible, elle réunira toutes les qualités désirables et fera prendre aux arts industriels un essor dont il serait difficile de prévoir toute l'étendue. Le service le plus signalé que la machine à feu ait rendu à l'Angleterre est sans contredit d'avoir ranimé l'exploitation de ces mines de houille devenues languissantes et qui menaçaient de s'éteindre entièrement à cause de la difficulté toujours croissante des épuisements et de l'extraction du combustible. On doit mettre sur le second rang les services rendus à la fabrication du fer, tant par la houille offerte avec abondance et substituée au bois, au moment où ceux-ci commençaient à s'épuiser, que par les machines puissantes de toute espèce dont l'emploi de la machine à feu a permis ou facilité l'usage. Donc voilà, les pages vont se dérouler comme ça, avec une présentation de ce que connaît ce jeune homme, qui est très brillant, un jeune polytechnicien. Son père avait participé à la mise en place de cette école d'ingénieurs, l'école polytechnique. Il en est sorti, ce jeune homme, et on voit bien qu'il a une culture de la technique, de ces machines à vapeur, et de la science, on va voir. C'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a les deux, la science, les mathématiques, et la technique. Si l'honneur d'une découverte appartient à la nation où elle a acquis tout son accroissement, tous ses développements, cet honneur ne peut être ici refusé à l'Angleterre. Savary, Newcomen, Smeaton, le célèbre Watt, Wolf, Trevithick et quelques autres ingénieurs anglais sont les véritables créateurs de la machine à feu. Elle a acquis entre leurs mains tous ces degrés successifs de perfectionnement. Il est naturel au reste qu'une invention prenne naissance et surtout se développe, se perfectionne, là où le besoin s'en fait le plus impérieusement sentir. L'Angleterre et sa révolution industrielle, et il est au courant de l'histoire des sciences. Il connaît l'histoire des techniques. Tous ces gens, on les a vus passer dans le développement de la machine à vapeur. Malgré les travaux de tous genres entrepris sur les machines à feu, malgré l'état satisfaisant elles sont aujourd'hui parvenues, leur théorie est fort peu avancée, et les essais d'amélioration tentés sur elles sont encore dirigés presque au hasard. Oui, il n'y a pas de théorie. Et ce jeune homme, du haut de ses 26 ans, je crois, va en 1824, il est né en 96, il a 28 ans, et donc va, lui, proposer cette théorie. Le phénomène de la production du mouvement par la chaleur n'a pas été considéré sous un point de vue assez général, oui. Pour envisager dans toute sa généralité le principe de la production du mouvement par la chaleur, il faut le concevoir indépendant d'aucun mécanisme, aucun agent particulier. Donc le fluide, ça ne l'intéresse, c'est pas important pour lui. Il faut établir des raisonnements applicables non seulement aux machines à vapeur, mais à toute machine à feu imaginable, quelle que soit la substance mise en œuvre et quelle que soit la manière dont on agit sur elle. Les machines qui ne reçoivent pas leur mouvement de la chaleur, celles qui ont pour moteur la force des hommes et des animaux, une chute d'eau, un courant d'air, etc., peuvent être étudiées jusque dans leurs moindres détails par la théorie mécanique. Tous les cas sont prévus, tous les mouvements imaginables sont soumis à des principes généraux solidement établis et applicables en toutes circonstances. C'est là le caractère d'une théorie complète. Une semblable théorie manque évidemment pour les machines à feu.
Il constate toujours. Vous voyez, les gens qui lisaient ce livre ont dû s'épuiser. Nous, on attend la théorie. Nous supposerons dans tout ce qui va suivre une connaissance au moins superficielle des diverses parties qui composent une machine à vapeur ordinaire. Ainsi, nous jugeons inutile d'expliquer ce qu'est le foyer, la chaudière, le cylindre à vapeur, le piston, le condenseur. Ce fameux condenseur de James Watt. Et oui, il faut connaître la technique. Probablement ce que les académiciens ignoraient. Comment était conçue une machine à vapeur? La production du mouvement dans les machines à vapeur est toujours accompagnée d'une circonstance, d'un fait, sur laquelle nous devons fixer l'attention. Cette circonstance, ce fait, est le rétablissement d'équilibre dans le calorique. Et oui, à l'époque, cette théorie régnait. C'est un fluide, la chaleur. Ce n'est pas une vibration. C'est-à-dire son passage d'un corps où la température est plus ou moins élevée à un autre où elle est plus basse. Et ça, c'est intéressant. C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Lavoisier avait dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc elle s'échauffe par l'intermédiaire de la vapeur, comme si elle était placée directement sur le foyer. La vapeur n'est ici qu'un moyen de transporter le calorique, la chaleur. Là, il y a une erreur. C'est sa grande erreur d'utiliser le mot calorique. Elle remplit le même office que dans le chauffage des bains par la vapeur, à l'exception que dans le cas où nous sommes, son mouvement est rendu utile. L'on reconnaît facilement dans les opérations que nous venons de décrire le rétablissement d'équilibre dans le calorique, son passage d'un corps plus ou moins échauffé à un corps plus froid. Et là, il fait l'erreur de dire la chaleur se conserve. D'après ce principe, il ne suffit pas pour donner naissance au travail de produire de la chaleur, il faut encore se procurer du froid. Sans lui, la chaleur serait inutile. Et oui, le deuxième principe, ça passe d'un corps chaud à un corps froid. Partout où il existe une différence de température, partout où il peut y avoir rétablissement d'équilibre du calorique, il peut y avoir aussi production de travail, de puissance motrice. Voilà. Il faut un corps plus chaud qu'elle. Pour la refroidir, il faut un corps plus froid. Donc on est à la page 14, il continue, donc j'abandonne la lecture. On est à la page 32, et tout à coup apparaît le cylindre piston avec ce schéma est à la fin du livre, mais tout d'un coup apparaît la description du cycle de Carnot en s'appuyant sur ce schéma qu'à la page 100, alors que nous sommes à la page 32. Cette notion préliminaire étant posée, imaginons un fluide élastique de l'air atmosphérique, par exemple, renfermé dans un vaisseau cylindrique ABCD, figure 1, muni d'un diaphragme mobile ou piston CD, soit en outre les deux corps A et B entretenus chacun à une température constante, celle de A étant plus élevée que celle de B. Figurons-nous maintenant la suite des opérations qui vont être décrites, et là, on voit le cycle de Carnot se développer. Contact du corps avec l'air enfermé dans la capacité ABCD ou avec la paroi de cette capacité, paroi que nous supposerons transmettre facilement le calorique, la chaleur. L'air se trouve par ce contact à la température même du corps, pas de déperdition de chaleur, du corps A. CD est la position actuelle du piston. Le piston s'élève graduellement et vient prendre la position EF. Le contact a toujours lieu entre le corps A et l'air, qui se trouve ainsi maintenu à une température constante pendant la raréfaction. Le corps A fournit le calorique nécessaire pour maintenir la constante de température. Détente isotherme, on le voit, donc c'est cette fameuse détente isotherme suivie d'une détente adiabatique lors de l'arrêt d'arrivée de vapeur dans la machine à vapeur de James Watt. C'est exactement, il décrit ce qui se passe dans la machine. Donc le corps A est éloigné, l'air ne se trouve plus en contact avec aucun corps capable de lui fournir du calorique. Le piston continue cependant à se mouvoir et passe de la position EF à la position GH. L'air se raréfie sans recevoir de calorique et sa température s'abaisse, donc adiabatique. Imaginons qu'elle s'abaisse ainsi jusqu'à devenir égale à celle du corps B. À ce moment, le piston s'arrête et occupe la position GH. Détente isotherme, donc c'est cette fameuse suivie d'une détente adiabatique lors de l'arrêt d'arrivée. La détente adiabatique, elle est là, dans la machine aussi à vapeur. Il décrit la machine à vapeur. Quatrièmement, l'air est mis en contact avec le corps B, le corps froid. Il est comprimé par le retour du piston, que l'on ramène de la position GH à la position CD. Cet air reste cependant à une température constante, isotherme, à cause de son contact avec le corps B auquel il cède son calorique. Compression isotherme. Le corps B est écarté et l'on continue la compression de l'air qui, se trouvant alors isolé, s'élève de température. La compression est continue jusqu'à ce que l'air ait acquis la température du corps A. Le piston passe pendant ce temps de la position CD à la position IK. Donc on voit la compression adiabatique. Et il conclut, l'air est remis en contact avec le corps A, le piston retourne de la position IK à la position F, la température demeure invariable, donc c'est CD, peu importe. Vous avez compris, c'est cyclique. La période décrite sous le numéro 3 se renouvelle, plus successivement les périodes 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Le résultat des premières opérations avait été la production d'une certaine quantité de travail de puissance, et le transport du calorique d'un corps à un transport de la chaleur. Le résultat des opérations inverses est la consommation de travail produite, la consommation de la puissance motrice produite, et le retour du calorique du corps B au corps A. De sorte que ces deux suites d'opérations s'annulent, se neutralisent en quelque sorte l'une l'autre. Et là, il postule qu'il n'y a pas de perte de chaleur pour produire du travail. C'est faux. L'impossibilité de faire produire au calorique une quantité
travail de puissance motrice plus grande que celle que nous en avons obtenue pour notre première suite d'opérations, est maintenant facile à prouver, elle se démontrera, etc. Donc ainsi, nous sommes conduits à établir la proposition générale que voici: la puissance motrice de la chaleur est indépendante des agents mis en œuvre pour la réaliser, peu importe le fluide. Sa quantité est fixée uniquement par les températures des corps entre lesquels se fait en dernier résultat le transport du calorique. Et oui, c'est la différence de température, mais en Kelvin, et non en Celsius. Le Kelvin n'est pas encore là dans l'histoire. Les conclusions de Sadi Carnot: le fonctionnement de cette machine idéale est cyclique, une certaine quantité de travail a été produite lors d'un cycle, la substance agissante n'est ici qu'un moyen de transporter le calorique, faux. Le deuxième principe, la puissance motrice est donc due dans les machines à vapeur non à une consommation réelle de calorique, faux, mais à son transport d'un corps chaud à un corps froid. Le rendement de la machine ne dépend pas de la substance motrice, oui, seul compte les températures T1, T2 à l'intérieur desquelles le cycle fonctionne, oui, mais en Kelvin. Le rendement du cycle de Carnot est maximal. Et là, on voit bien l'analogie, la différence des températures avec la différence de hauteur des machines hydrauliques de son père, Lazare Carnot. Donc, cette erreur du calorique probablement est à l'origine du fait que cet homme était très déprimé après 1824. Il va probablement se rendre compte de son erreur autour du calorique. Il va racheter probablement les exemplaires de son livre qui a été publié à quelques centaines d'exemplaires, il me semble me souvenir 600, et il les rachète en fait, il les détruit. C'est pour ça que c'était difficile de trouver un livre à Paris. William Thomson va venir à Paris chercher un livre de Sadi Carnot. Et dans ces notes que l'on a retrouvées après sa mort en 1878, un note sur les mathématiques, la physique et autres sujets, eh bien, sa famille va donner aux historiens ces manuscrits, les notes. Et qu'est-ce qu'on découvre dedans? Le premier principe, il dit l'équivalence entre chaleur et travail. La chaleur n'est autre chose que du travail, que la puissance motrice, ou plutôt que le mouvement qui a changé de forme. C'est un mouvement dans les particules des corps. Partout où il y a destruction de puissance motrice, il y a en même temps production de chaleur, en quantité précisément proportionnelle à la quantité de puissance motrice détruite. Réciproquement, partout où il y a destruction de chaleur, il y a production de puissance motrice. L'abandon de la théorie de la conservation du calorique au profit d'un principe de conservation de quelque chose qu'on appelle l'énergie aujourd'hui, lui de la puissance mécanique. Voilà le travail de Sadi Carnot autour des deux principes de la thermodynamique, ce cycle de Carnot, traduit par Clapeyron, et puis ce rendement de 1 de sa machine idéale. Donc maintenant, on va voir les suivants. Joule, Thomson et Clausius réinventent la thermodynamique au milieu du 19e siècle. Donc évidemment, Sadi Carnot est mort, 1836. L'effondrement de la théorie du calorique et l'équivalence entre travail et chaleur par James Joule, un fils d'un brasseur de bière britannique de Manchester. Donc effectivement, son papa espérait qu'il reprenne l'usine de bière, mais non, il va faire des sciences, au grand désespoir de son père. Donc voilà cet article, un des articles très connus de la thermodynamique, l'expérience de l'équivalence entre travail et chaleur, on the mechanical equivalent of heat. Donc un calorique égale 486 joules, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, mais à l'époque on parlait de calorique, maintenant on parle de joules. Chaleur et travail s'expriment en joules. À l'époque, évidemment, le calorique existait. Donc on voit cette expérience qui a été faite par James Joule, très difficile à reproduire. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette expérience? Eh bien, vous prenez un poids qui va chuter, c'est-à-dire le travail de la force, on peut le calculer, comme c'est collinaire entre le poids qui s'en va vers le centre de la Terre et la chute, à la direction du mouvement, eh bien, on va pouvoir multiplier le poids, la force par la distance parcourue. Ça, c'est le travail fourni par le poids. Et qu'est-ce que entraîne cette translation vers le bas? Eh bien, la rotation de pales dans un volume dans lequel il y a un fluide. Ce fluide va être échauffé par le mouvement des pales sur lui et va voir la température de ce corps qui est isolé de l'extérieur, c'est adiabatique, va voir la température augmenter. Donc cette expérience, c'est le travail dû à la chute du poids va être égal à mc delta θ, donc la masse du fluide, sa capacité calorifique, multiplié la différence des températures, c'est égal au travail. Donc on voit cette équivalence chaleur-travail. Donc il n'y a pas ce calorique, ça n'existe pas. Un génie précoce, William Thomson, donc 1824, l'année de parution du livre de Sadi Carnot. 1907, il va vivre très longtemps. Lord Kelvin, professeur de physique à l'université de Glasgow à 22 ans, très très brillant, et anobli en 1894, deviendra un grand personnage des sciences, fera beaucoup d'argent autour de l'électricité, je crois, la pose des câbles en traversant l'Atlantique. Donc il fait un stage d'études à Paris dans le laboratoire de Victor Regnault, celui de la mesure de 273,15, en 1845, donc il a 21 ans, rencontre Clapeyron et parvient à trouver une copie du livre de Carnot en 1848, 24 ans. Après 3 ans de recherche, donc c'est quand même quelqu'un de très obstiné. Et l'introduction du mot énergie par William Thomson en 1852,
Donc dans ce livre, dans cet article, pardon, on voit apparaître le mot énergie. Donc la notion d'énergie, les deux principes de la thermodynamique rappelés dans ce film. Donc seulement Joule semble avoir raison, il y a une équivalence chaleur-travail. Oui, mais le calorique, alors ne semble pas exister. Qui a raison? Donc question que se pose William Thomson, quelle est la relation précise entre chaleur produite dans l'expérience de Joule et le calorique de Carnot? Eh bien c'est Rudolf Clausius qui va mettre tout le monde d'accord avec sa théorie mécanique de la chaleur. Donc, qui va être c'est un livre, je pense, et puis un article publié en 1850. Il dit qu'il faut que toute la chaleur ne passe pas directement du corps chaud au corps froid, puisqu'une certaine quantité est convertie en travail. Et voilà. Les deux principes de la thermo, il les rappelle en 1850, mais ils avaient déjà été donnés par Sadi Carnot dans son livre, 1824. La notion d'entropie, donc cette notion difficile. Donc c'est Rudolf Clausius, c'est le réconciliateur de la théorie dynamique de la chaleur avec les idées de Carnot. Sadi Carnot dit une machine thermique subit une chute de calorique de la source chaude vers la source froide et elle fournit un travail mécanique. Ce mot calorique est malheureux. Donc on voit bien le réservoir chaud T1 à la température T1, le réservoir froid à la température T2 en Kelvin. Cette quantité de chaleur Q qui passe sans perte et qui donne un travail W. Chute de calorique en quantité Q. Production d'un travail utile W. Rudolf Clausius, une machine thermique reçoit de la chaleur de la source chaude et transforme une partie de cette chaleur en travail mécanique et cède le reste à la source froide. Oui, Q1, Q2 et W qui sort. Donc la chaleur Q1 cédée par le réservoir chaud est partiellement transformée en travail mécanique et le reste, Q2 égale Q1 moins W, est cédé au réservoir froid. Dans tout système fermé, une machine à vapeur par exemple, le montant total d'énergie est constant, premier principe de la thermodynamique. La chaleur ne peut passer d'elle-même d'un corps plus froid à un corps plus chaud. Une cause externe doit entrer en jeu, il faut fournir du travail. Donc on voit le principe ici donc de la machine à vapeur. Il faut bien perdre une quantité de chaleur Q2 pour produire du travail. Et puis on voit le principe du réfrigérateur. Il faut fournir un travail pour arracher une quantité de chaleur. L'apparition de l'échelle absolue de température, l'échelle Kelvin, et du 0 Kelvin. Donc, Lord Kelvin, William Thomson, après la lecture de Clausius, William Thomson se convertit à la théorie dynamique de la chaleur, vibration, et utilise les idées de Carnot sur les machines réversibles pour définir une échelle de température absolue, indépendante des agents utilisés dans les thermomètres. C'est le fameux Kelvin. L'idée de William Thomson est d'utiliser cette échelle indépendamment des gaz parfaits, aucun gaz n'est parfait, mais seulement en fonction du cycle de Carnot plus universel. Donc, sur cette détente isotherme, eh bien, Q1, c'est la chaleur reçue de la source chaude sur AB à la température T1. Donc là, on voit cette détente adiabatique, pas d'échange de chaleur. Puis, il y a une compression isotherme, chaleur CD Q2 à la source froide sur CD à la température T2. Et là, c'est de nouveau une détente, une compression adiabatique. Donc pas d'échange de chaleur. Donc, entropie nulle. Ça, c'est intéressant. Le rapport des températures absolues des deux réservoirs et là, c'est extraordinaire, on voit cette formule qui vient du ciel. T1 sur T2 est égal à Q1 sur Q2. Incroyable. Donc l'échelle des températures n'est donc définie qu'à une constante multiplicative près. Oui, si vous multipliez T1 par 2 et T2 par 2, non, c'est toujours la même chose. On a choisi de fixer, ou vous ajoutez quelque chose, mais c'est toujours la même chose. Cette constante en demandant que les graduations de cette échelle soient les mêmes que celles de l'échelle Celsius, c'est-à-dire 100 degrés entre le point de fusion et d'ébullition de l'eau, à pression normale. Définition, l'intervalle entre 2 degrés de température serait fixé par le fait qu'une unité de chaleur, en descendant un tel intervalle, produise la même quantité de travail. Voilà la définition. Le point de fusion de l'eau est alors 273,15 Kelvin et le point d'ébullition, donc 100 plus haut, 373,15. En fonction des températures absolues, le rendement de la machine de Carnot, le rapport du travail accompli W, Q1 Q2 sur la chaleur fournie Q1 et le rendement, c'est Q1 Q2 sur Q1, c'est-à-dire 1 moins T2 sur T1. Vous prenez des exemples. 293, donc T2 est à 20 degrés, la température ambiante. T1, le corps chaud, va être à 393, donc 100 degrés plus haut que 20. Et bien le rendement est de 25%, faible. Si vous prenez toujours la température ambiante 20 degrés Celsius et vous montez 400 degrés plus haut, eh bien vous aurez un rendement de 57%. Donc on voit bien qu'il faut que l'écart de température soit très important. Il ressort de la relation précédente qu'au zéro absolu, à moins 273,15, aucune chaleur ne peut être transférée, le froid absolu en quelque sorte. Et oui, T2 égale 0.
Donc ça ne marche pas. Vous avez le rendement maximal, comment dire, ça ne marche pas, excusez-moi, mais vous n'avez aucune chaleur qui est transférée. Donc ça, c'est incroyable. Quelle est la signification physique du 0 Kelvin? Eh bien, j'avais trouvé ce petit schéma dans un livre, très intéressant. Donc, à un certain niveau, un certain état de la matière, eh bien, vous avez une moyenne en énergie qui ne change pas, qui est toujours la même, mais l'état d'énergie des atomes, elle, change. Vous avez des états de la matière différents. Par exemple, à 300 K, de 73 donc à 27 degrés Celsius, eh bien, la matière peut prendre différents états, mais en fait, le niveau d'énergie moyen est toujours le même. Eh bien, au 0 Kelvin, vous n'avez pas différents états de la matière, vous n'en avez qu'un seul. C'est le niveau minimum d'énergie. Donc voilà ce qu'on nous explique dans ce petit film. L'apparition d'un nouvel état de la matière, le condensat de Bose-Einstein, oui, suite à la découverte de la supraconductivité en 1911, on s'est posé la question, mais comment se fait-il que la conductivité d'un matériau peut descendre à zéro? C'est-à-dire que l'électricité passe à travers ce corps sans produire de chaleur. La découverte de l'état superfluide de l'hélium dans les années 1930, pareil, on ne comprend pas pourquoi cet hélium, à une certaine température très très basse, devient superfluide, c'est-à-dire fuit à travers un récipient en verre. Donc l'explication du nouvel état, c'est le condensat de Bose-Einstein. Ce petit film nous permet, on essaie de comprendre donc cette idée. On a fabriqué ce condensat de Bose-Einstein, effectivement, ça fonctionne. Donc ça, c'est de la physique quantique qui nous permet de comprendre. En conclusion, l'importance du nouveau concept qui est apparu au 19e siècle, c'est l'énergie. On dit aujourd'hui que tout est énergie. Dans son journal intime, Sadi Carnot, sûrement avant de mourir à 36 ans, dit « Souffrons de légers désagréments sans avoir l'air de nous en apercevoir, mais repoussons avec énergie quiconque marquerait l'intention de nous nuire ou de nous humilier. » Donc c'était quelqu'un qui était sensible, sûrement, et qui avait vu son livre rejeté, pas lu, pas compris. Point de discours inutile, parler peu de ce qu'on sait et point du tout de ce qu'on ne sait pas. Pourquoi ne pas dire plus souvent « je ne sais pas ». Moi, j'ai gardé cette idée dans mon enseignement. Je préfère dire « je ne sais pas » plutôt que d'essayer de trouver une explication que je ne connais pas. Je vous remercie. Au revoir.